Alors, du coup, moi, mon sujet de stage junior, il a une petite ressemblance avec celui d'Antoine, puisqu'on va aussi parler de marqueurs de la NFS, principalement nous les leucocytes, et des ratios entre les neutrophils et les lymphocytes. Et ça sera pour savoir si ces marqueurs-là sont des outils intéressants pour aider à pronostiquer les trajectoires de patients victimes d'hémorragie sous-arachnoïdienne et d'hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismatique. Donc, pour commencer, un petit cas clinique de deux patients qui ont les mêmes scores dont on va reparler juste après, Fisher 3 et WFS 1. Donc, un premier patient que vous voyez sur la gauche de l'écran qui est décédé à 5 jours de la prise en charge, et puis un autre que lui n'a pas eu de complications ischémiques et est sorti en service de médecine puis domicile sans complications hospitalières. Donc ça montre ici qu'avec les échelles pronostiques qu'on utilise, on a des difficultés à discriminer les patients en fonction de leur trajectoire et qu'on aimerait avoir d'autres outils fiables disponibles rapidement pour mieux prédire ces trajectoires. Donc dans les outils disponibles et ceux qu'on utilise particulièrement ici, il y a évidemment l'échelle de Fisher, donc qui est une échelle scanographique. Cette échelle elle a été décrite pour l'échelle non modifiée en 1980 par Fisher. Et le but, c'est de pronostiquer les trajectoires de patients qui ont une hémorragie sous-arachnoïdienne, notamment la survenue d'ischémie cérébrale retardée, donc qui comprend le vasospasme, mais on parlera ici d'ischémie cérébrale retardée pour la présentation, en fonction en fait, de la quantité de sang ménagé, de la localisation, du caractère diffus ou localisé, de la présence de sang ventriculaire ou intraparenchymatique. Cette échelle, elle présente plusieurs limites. Déjà, elle a été décrite à une époque où les scanners n'avaient pas les mêmes capacités qu'aujourd'hui. Vous voyez ici, ça c'est un extrait de l'étude de 1980. Donc on voit que dans l'étude, il y a peu de patients qui ont des scores de Fisher faibles. C'était plus difficile de mettre en évidence des caillots qui étaient peu denses ou très localisés. Donc elle est un petit peu moins pertinente pour ça. Il y a aussi le fait qu'en 1980, on n'avait pas forcément les mêmes approches thérapeutiques avec les Doppler, l'angiographie de vasodilatation, tout ça, qui a pu modifier la trajectoire des patients. Il y a également une confusion avec le score de Fisher 4, puisqu'il y a des patients qui ont du sang intraventriculaire, mais qui ont des caillots méningés qui ne sont pas très denses. Et à l'inverse, il y a des patients qui ont beaucoup de sang méningé, mais pas de caillots intraventriculaires ou intraparenchymateux. Et on voit ici que le score de Fisher non modifié, il présente un grade 3 qui est en fait plus pronostique de vasospasme, d'ischémie cérébrale retardée que le 4. C'est pour ça qu'il y a par exemple le score de Fisher modifié qui a été décrit en 2006 et qui essaye de pallier à ce problème, mais lui aussi a des limites, par exemple un doute sur le fait que le grade 2 et 3 soient réellement discriminants. Voilà. Il y a d'autres limites, par exemple la cinétique du lavage du caillot, qui est un facteur indépendant de pronostic important qui n'est pas pris en compte dans ce score. Un autre outil qui est disponible et qui est largement utilisé, c'est l'échelle WFNS. Cette échelle, donc, on la voit ici, elle a été décrite en 1988 par les neurochirurgiens. Et c'est une étude qui n'est pas dérivée de résultats statistiques. Donc c'est un avis d'experts qui voulait intégrer en fait le Glasgow, qui est pour eux le score pronostique le plus important pour la mortalité, et puis la présence d'un déficit focal qui pronostiquerait au mieux l'altération fonctionnelle à distance. Ici, on voit les capacités du score WFNS pour pronostiquer l'outcome, l'évolution du malade à distance et l'évolution fonctionnelle. Donc, en général, dans les études, l'évolution fonctionnelle, elle est cotée par l'échelle de Gauss ou de Rankine, donc qui sont deux échelles utilisées en neurologie pour l'évolution à long terme. Je ne les ai pas mis ici, mais le Gauss, ça va de 0 à 5. 5, c'est le décès, et 0, c'est une bonne récupération. Et l'échelle de Rankine, c'est l'échelle qui est utilisée notamment dans les AVC. Lui aussi, il possède des limites. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas dérivé de résultats statistiques. Donc, c'est des avis d'experts. Donc, ça a plein d'avantages, mais ça peut avoir des inconvénients, comme par exemple le fait que très probablement, on pourra voir, il y a des diapos à la fin de la présentation là-dessus, mais certains scores adjacents sont en fait peu discriminants et conduisent à des outcomes qui sont similaires. Et à l'inverse, vu qu'ils
le Glasgow est rétréci en 5 grades. Bah, comme je l'avais dit là, le grade 4, par exemple, il comporte les Glasgow qui vont de 7 à 12. Donc forcément, ça décrit des réalités et des pronostics qui sont très différents pour les patients. Une autre subtilité, c'est qu'en 1988, il y avait beaucoup plus de patients, et en tout cas, qui étaient décrits en tout cas pour s'être fait clipper en neurochirurgie et qui n'avaient pas reçu de traitement endovasculaire, donc ça aussi, ça pourrait être quelque chose qui joue sur cette échelle. Il y a une autre piste, une autre méthode qui a été explorée, c'est d'enrichir les scores disponibles, et notamment cette étude de 2004, qui est une étude rétrospective qui s'intéressait à des facteurs pronostiques importants et qui sortaient dans des analyses de statistiques multivariées, et de les intégrer en fait dans un score avec le score WFNS pour améliorer la pronostication. Donc là, les chercheurs ils ont trouvé, par exemple, de rajouter l'âge, les antécédents d'hypertension, la pression artérielle systolique à l'arrivée, la taille de l'anévrisme, sa localisation, la densité du caillot sur l'imagerie, le vasospasme précoce, tout ça, de les rajouter au score WFNS. Et en fait, on se rend compte, avec cette courbe ROC, que la capacité du score et son pouvoir prédictif, il est quand même assez similaire d'un WFNS classique, au prix d'une complexité. C'est quand même très complexe de faire ça en clinique, et notamment sur les premiers jours en urgence. Donc ce serait une limite en pratique pour le mettre en place. Et donc se pose la question, vous l'aurez compris, de l'intérêt de la numération formule sanguine, à la fois pour sa fiabilité, sa reproductibilité, le fait qu'il n'y a forcément pas de variabilité interopérateur, et que c'est rapidement disponible en urgence à un moindre coût. Et dans ces questionnements, il y a deux pistes qui ont été principalement explorées, le rapport neutrophile sur lymphocytes et le taux de leucocytes ou le taux de neutrophiles. Le premier, c'est le rapport des neutrophiles sur les lymphocytes, et c'est un rapport qui est utilisé pour décrire un peu l'inflammation systémique, qui est utilisé dans pas mal d'études, en soins intensifs, en neurologie et dans d'autres pathologies, dans d'autres contextes, comme on le verra par la suite. Ici, c'est une étude de 2019. Cette étude-là, c'est une étude qui regroupait 319 patients et qui était un design rétrospectif observationnel. Et en fait, on regardait l'augmentation de ce ratio, donc qui est appelé NLR dans le tableau pour neutrophile lymphocyte ratio. Et on voit en analyse multivariée que ce ratio, il est statistiquement associé de manière significative à un outcome défavorable à 3 mois. L'outcome défavorable dans cette étude, il est décrit par l'échelle de Rankine modifiée. Donc c'est les grades de 3 à 6 de l'échelle de Rankine, donc c'est handicap modérément sévère à coma, qui sont les outcomes défavorables. Ici on voit par la suite les chercheurs ils vont faire une courbe ROC que je n'ai pas détaillée ici parce qu'elle n'avait pas forcément d'intérêt, mais la courbe ROC, le but était de déterminer le chiffre de ce ratio pour lequel on avait le meilleur pouvoir discriminant pour notre outcome principal. Et les chercheurs ils tombent sur un ratio de 7,05. On en reparlera après quand on regardera d'autres études dans d'autres contextes de pathologie, mais c'est un ratio qui est très élevé par rapport à d'autres contextes. Et ici on voit, alors la figure elle est un petit peu complexe, mais c'est donc, les stades du Rankine modifié, et je suis un peu dans les cours parce qu'ils sont zoom déjà. Donc on a les scores 0, 1 et 2 qui sont pronostics plutôt favorables, et puis le défavorable, comme je l'ai dit, des grades 3 à 6. Et on remarque notamment à 12 mois que les patients qui sont avec des ratios à plus de 7,05 ont des pronostics plus défavorables, donc avec des rankines plus élevés un an après leur accident vasculaire. J'ai mis une diapositive pour ce ratio NLR dans d'autres contextes. Donc il y a le contexte de l'AVC ischémique et le contexte de l'AVC hémorragique. Donc c'est des études qui ont des designs similaires à l'étude que je viens de vous présenter, qui ont été décrites quelques années auparavant, en 2016 et en 2017. On voit que, notamment dans l'AVC hémorragique, la courbe ROC est plutôt intéressante. Et surtout, les ratios sont beaucoup plus bas. C'est 4,50 pour l'AVC ischémique, 3,20 dans l'AVC hémorragique. Et dans la discussion de l'article de 2019 que je vous ai présenté, une des hypothèses des chercheurs pour un ratio si haut serait un pronostic plus défavorable de lâcher ça par rapport à ces maladies-là, qui pourrait expliquer ce ratio-là. Ensuite, il y a un autre marqueur qui peut être utilisé, c'est le taux de neutrophiles.
Donc là, j'ai mis cette étude parce que c'est une des études qui comporte le plus de patients. Elle comporte 6000 patients, donc c'est une étude rétrospective, multicentrique, qui est réalisée en Chine avec 6000 patients. Et dans cette étude, on voit aussi que, alors là cette fois-ci c'est donc sur les neutrophiles, comme analyse multivariée ajustée et puis par un score de propension, il y a une association significative entre la mortalité hospitalière que j'ai surlignée en rouge, qui est l'outcome principal. J'ai aussi mis l'échelle de Rankine modifiée, mais c'était un outcome secondaire de l'étude. La mortalité hospitalière, qui est l'outcome de ces auteurs-là, est statistiquement associée à ce ratio, à ce compte de neutrophile élevé. Alors, pour rappel, le score de propension, c'est ici dans l'étude, les chercheurs ils vont prendre un patient qui a des neutrophiles, ils prennent le taux de 8,88, et un autre patient qui n'a pas cette polynucléose neutrophile, et ils vont les associer selon des facteurs de confusion qui sont précédemment décrits. Par exemple, le score de Fischer à l'arrivée, le fait d'avoir une complication infectieuse, et ils sont associés en 1 pour 1. Et donc voilà, le but c'est de pouvoir les comparer et de simuler un semblant de... comme si c'était une étude plutôt avec de l'aléatoire. Ici j'ai mis la courbe ROC qui est trouvée dans cette étude. On voit que la courbe ROC elle a un pouvoir prédictif assez moyen avec une R sur la courbe de 0,63. Mais ce qui était intéressant avec cette courbe ROC, c'est que le taux de neutrophile, c'est l'élément de la NFS qui est le plus important. Ici vous voyez en bleu la courbe ROC pour le neutrophile. En orange, c'est la courbe ROC pour le ratio annulaire dont on a parlé, le neutrophile lymphocyte ratio, donc les neutrophiles sur les lymphocytes. Il y a d'autres courbes ROC qui sont détaillées ici, celle des lymphocytes, celle des plaquettes sur les lymphocytes. Voilà. Et le taux le plus discriminant ici pour les neutrophiles, il est de 12 gigas. En réalité, il est à 11,99 par litre, qui est un chiffre qui est beaucoup retrouvé dans les études qui s'intéressent au taux de neutrophiles. Il y a également le taux de leucocytes. Donc, c'est quasiment la même chose, mais là, les chercheurs ils prennent les leucocytes, tous les globules blancs. Et dans cette étude, donc ça c'est une étude de 2021 qui est réalisée cette fois-ci aux États-Unis sur un design plutôt monocentrique, également rétrospectif. L'outcome principal, c'est pas la mortalité hospitalière, mais c'est la survenue d'ischémie cérébrale retardée, donc c'est ce qui est marqué là, le DCI. Ici, pareil, on a bien une association significative entre nos leucocytes et la survenue d'un DCI en analyse ajustée. Et le taux qui est choisi ici, il est de 12,1. Donc les auteurs ils le choisissent principalement après avoir analysé la littérature disponible et que ce taux-là, c'était un taux utilisé dans d'autres études de neurologie. La chose la plus intéressante de cette étude-là sur l'intérêt du taux de leucocytes pour la pronostication de l'hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est cette analyse en Kaplan-Meier. Donc en fait, ici, les chercheurs ils découpent leur population d'études de 800 patients en 4 sous-populations. Déjà, ils vont prendre le WFNS d'entrée, et les WFNS inférieurs à 3 sont dits des patients donc, qui ont un bon grade initial, et puis les WFNS supérieurs à 3, ceux qui ont un mauvais grade initial, et eux-mêmes sont découpés entre avoir beaucoup de leucocytes, donc des leucocytes élevés à plus de 12,1, ou des leucocytes peu élevés, donc à moins de 12,1. Donc chaque courbe représente une partie de ces populations-là, et on voit notamment quelque chose qui saute aux yeux rapidement, c'est les deux courbes vertes et bleues, qui représentent le bon grade avec des leucocytes élevés et le mauvais grade avec des leucocytes bas, ont quasiment la même survie sur le DCI. Donc ça ne veut pas dire qu'ils meurent de leur ischémie cérébrale retardée, ça veut dire la survenue d'une ischémie cérébrale retardée en ordonnée. Donc en fait, on peut déjà avoir deux populations qui se ressemblent énormément, qui pourtant ont un WFNS qui est très différent. Et l'autre chose intéressante, c'est la courbe noire, puisqu'on voit une population là qui est quasiment épargnée en fait, de complications ischémiques retardées à plus de 80%. C'est la population de patients qui présentent un WFNS qui est initialement peu grave, qui ont une bonne présentation, et qui en plus n'ont pas de leucocytes. Donc ensuite, les chercheurs ils vont prendre la population des patients qui arrivent à l'hôpital avec une présentation de l'HSA, de l'hémorragie sous-arachnoïdienne avec un WFNS inférieur à 3, donc la bonne présentation initiale. Et quand on s'intéresse à cette partie de la population-là, on peut faire une courbe ROC. Donc on voit une courbe ROC qui, elle aussi, a une pronostication plutôt moyenne, un pouvoir prédictif plutôt moyen, qui ressemble quasiment superposable au score APH2. Le score APH2, c'est un score qui est utilisé en soins intensifs et qui est pas mal décrit dans ces études pour comparer leur courbe ROC.
Et en fait, donc, on pourrait se dire que c'est un petit peu décevant d'avoir une courbe ROC qui a un pouvoir prédictif seulement moyen chez ces patients, mais si on pousse un petit peu en profondeur l'analyse, on se rend compte que cette courbe ROC elle est plutôt moyenne, parce que la VPP, donc la valeur prédictive positive des leucocytes chez ces patients-là peu graves, elle est assez mauvaise, elle est aux alentours de 25%, alors que la VPN, elle est à 87%. Donc en fait, ça veut dire que les patients qui ont un WFNS inférieur à 3 et qui ont des leucocytes inférieurs à 12,1, ils sont épargnés de complications ischémiques retardées à 87% dans l'étude. Donc c'est la conclusion la plus intéressante, je trouve, de cette étude. Voilà. Bon, après vous avoir décrit pourquoi on utilise les leucocytes, on peut parler un petit peu de la physiopathologie et intellectuellement pourquoi c'est intéressant de compter ces leucocytes et de s'appuyer dessus. Donc ça rentre dans la physiopathologie en fait, de l'ischémie cérébrale, qui est extrêmement multifactorielle, qui comprend évidemment le vasospasme, mais pas que, qui ne peut pas se résumer uniquement au vasospasme. Il y a également des ruptures de la barrière hémato-encéphalique, des ondes de dépression corticale, des microthrombus, de l'apoptose cellulaire, de la diminution du NO. Il y a énormément de mécanismes qui vont rentrer en jeu, et un des mécanismes qui rentre en jeu, évidemment, c'est l'inflammation qui joue un rôle majeur dans l'ischémie cérébrale retardée. Ici, pour vous montrer ça, j'ai mis des études. Alors, il y a cette étude de 2013 qui est une étude expérimentale qui vient s'intéresser aux marqueurs inflammatoires dans le plasma de patients. Ici, on a une figure avec des boîtes à moustaches sur l'interleukine 6 dans le plasma des patients. Et on voit qu'entre le jour 3 et le jour 14, donc c'est la fenêtre où il y a les patients sont le plus à risque de faire du vasospasme et de l'ischémie cérébrale retardée. Les patients qui présentent des taux d'interleukine 6 plus élevés sont ceux qui ont les pronostics les plus défavorables, donc les gosses entre... Et j'ai mis une photo d'artères qui sont épargnées de vasospasme à gauche, et une artère chez un patient, un sujet d'une autopsie qui a du vasospasme. On voit que ce n'est pas forcément un spasme, mais on voit, c'est pas de l'histologie, on ne voit pas les cellules inflammatoires, mais on peut se douter que c'est une artérite qui est décrite sur cette photo. Et dans les cellules effectrices de cette réponse inflammatoire, on a principalement donc, les neutrophiles, donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser aux neutrophiles dans la pronostication. Ici, on a une étude de 2011, pareil, sur un design expérimental qui s'intéresse aux neutrophiles dans le LCR des patients, cette fois-ci. Et on voit que les neutrophiles sont plus élevés chez les patients qui présentent du vasospasme pendant la prise en charge. Et puis, il y a également une autre étude qui, par la même équipe, un an avant de faire l'étude du LCR, il s'intéressait à un modèle murin. Et ici, donc, on a un diagramme qui nous montre que chez les souris qui sont aplasiques, donc chez qui on a déplété les cellules myéloïdes, les souris ne présentent pas de vasospasme. Ce serait une preuve, donc, sur un modèle murin évidemment, mais du rôle majeur de l'inflammation dans le vasospasme. On a sur le diagramme des souris à qui on n'a pas induit d'hémorragie sous-arachnoïdienne, des souris à qui on en a induit, et des souris à qui on en a induit plus qu'on a rendu Voilà. Alors pour les patients que j'ai présentés au début, cette pronostication elle ne marche pas parce que les deux patients avaient des leucocytes qui étaient élevés, et donc c'est un petit peu dommage. Mais on s'est intéressé avec Pierre-Étienne à une cohorte de patients de bicêtre, et on n'avait pas assez de patients, une trentaine de patients, et ils avaient des scores de Fischer qui étaient élevés. Mais on avait, je pourrais vous montrer une courbe de régression, même s'il y a beaucoup de dispersion, qui était plutôt en faveur de cet intérêt-là. Et donc voilà, en conclusion, finalement, c'est la capacité des leucocytes à isoler une population qui est épargnée quasiment de vasospasme à plus de 80%, et qui a une présentation initiale clinique peu grave. Voilà, ça permettrait en fait une désescalade à la fois de la surveillance et des thérapeutiques chez ces patients, permettrait un gain assez intéressant à la fois pour les patients, leurs familles et puis les systèmes de soins.